C'est vrai qu'il y a deux caractéristiques principales, c'est comme ça qu'on résume à nos étudiants les caractéristiques de ce gouvernement de transition. Premièrement, on le dit en hébreu, En Yotze ve'en ba, personne ne rentre et personne ne sort. Le gouvernement n'est pas censé prendre de décisions dramatiques. Vraisemblablement, c'est la conseillère juridique du gouvernement qui devra trancher. Et comme nous l'avons annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le professeur Denis Charbit. Bonjour, Boker Tov, Denis. Bonjour Daniel. Professeur de sciences politiques à l'université ouverte à Tel Aviv. Alors, nous voudrions bien entendu faire le point sur cette crise politique provoquée par l'annonce de la dissolution du Parlement qui devrait intervenir aujourd'hui ou lundi prochain dans le plus tard des délais, probablement. Alors, la première question que je voudrais vous poser, est-ce que finalement, quelles sont les fonctions du gouvernement de transition qui va être donc conduit pendant les prochains mois par Yair Lapid? Alors effectivement, un gouvernement de transition, c'est donc un gouvernement qui est issu soit d'une dissolution de la Knesset par elle-même, comme ça va être le cas si le scénario se réalise jusqu'au bout, soit d'une motion de censure. En l'occurrence, ce n'est pas le scénario, mais dans les deux cas, on aboutit à un gouvernement de transition qui est censé exercer ses prérogatives un peu limitées, on va y revenir tout de suite, jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Donc c'est durant la campagne électorale, mais également durant le temps, et on sait qu'en Israël, parfois ça prend beaucoup de temps, entre le moment de la publication officielle des résultats et la constitution du nouveau gouvernement. Donc on peut dire que globalement, si les choses se passent normalement, c'est vrai que les dernières années, ça n'a pas toujours été le cas, on va dire que jusqu'à la fin de l'année 2022, Yair Lapid donc devrait être ce Premier ministre d'un gouvernement de transition, ce qui fait environ un peu 6-7 mois, ça sera peut-être un peu plus. Bien entendu que si de ces élections il en sort un résultat confortable pour l'une ou l'autre des coalitions, ce temps-là peut être écourté. Alors, concernant les prérogatives, puisque c'était votre question, c'est vrai qu'il y a deux caractéristiques principales, c'est comme ça qu'on résume à nos étudiants les caractéristiques de ce gouvernement de transition. Premièrement, on le dit en hébreu, En Yotze ve'en ba, personne ne rentre et personne ne sort. C'est-à-dire que, en gros, la composition, ceux qui veulent démissionner peuvent le faire encore aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, mais du moment où ce gouvernement de transition est prononcé, plus personne ne peut en sortir, plus personne ne peut y entrer. Une première remarque à ce sujet, justement, parce que l'accord de coalition entre Lapid et Bennett, qui prévoyait justement que Lapid devienne Premier ministre à partir du moment où la dissolution de la Knesset devenait effective, prévoyait également un changement, une sorte de remaniement ministériel, puisque Bennett devait devenir ministre de l'Intérieur, Shaked devenir de la Justice, et Gideon Sa'ar devait devenir chef de la diplomatie à la place de Yair Lapid. Est-ce que c'est possible de faire ce type de nomination, ou alors le problème c'est qu'il n'y a pas de majorité pour valider ces changements ministériels? Alors, c'est effectivement, il faudra que ça se fasse, comment dirais-je, dans les minutes ou dans les heures qui précèdent, effectivement, sur le plan constitutionnel. C'est vrai que l'accord prévoyait ce type de rotation. Ils peuvent se mettre d'accord, mais pour cela, il faut qu'ils obtiennent une majorité de voix. Encore une fois, une majorité de voix, c'est pas 61, une majorité de voix, c'est-à-dire beaucoup plus de voix que celle de ceux qui voteraient contre ce remaniement interne. C'est donc une majorité relative. Voilà, relative, exactement. Parce qu'on n'en parle pas, on dit que Naftali Bennett ne pourra pas être ministre et qu'il devra se contenter de gérer certains portefeuilles comme le dossier iranien. C'est ce qu'on dit effectivement. Ça fait partie encore des choses qui restent à gérer et à régler. Peut-être qu'on respectera ce qui avait été écrit dans l'accord qui avait été signé en juin 2021. Là, il y a une petite liberté de manœuvre qui est encore laissée. Une fois que c'est entériné, une fois que c'est voté, c'est terminé. Alors, le deuxième, ça c'est le premier, En Yotze ve'en ba. Voilà. Quel est le deuxième, deuxième caractéristique? Voilà, la deuxième caractéristique, c'est celle d'ailleurs que vous avez évoquée de manière allusive dans la présentation de vos informations, c'est le fait que le gouvernement n'est pas censé prendre de décisions dramatiques. Voilà.
Et donc là, on voit toute la difficulté. Qu'est-ce que c'est qu'une décision importante? La question des nominations, par exemple. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que si le processus a déjà été mis en cause en théorie, on peut aller jusqu'au bout, mais c'est pas clair. Là, il y a effectivement quelque chose qui relève plus de la norme qu'elle ne relève d'une loi proprement dite. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que l'on attend en général, c'est que des nominations importantes ne soient pas prises. Et bien entendu que c'est, je dirais, la grande tentation. Et là-dessus, il n'y a pas de grande différence, que ce soit une coalition comme celle-là ou la coalition Netanyahou qui précédait. Chacun est bien entendu tenté de vouloir, comment dirais-je, bloquer, terminer, fermer. C'est pas que ça va changer le nombre de candidats. Prenez par exemple la seule grande nomination aujourd'hui à l'ordre du jour, comme vous le savez, c'est celle du chef d'état-major, puisque son mandat vient à expiration après l'année supplémentaire qu'il a obtenue. Mais on sait les 4 candidats, on les a tous, on a leurs noms, etc. Le processus, je crois que Benny Gantz en a auditionné 2. On se souvient même que Bennett a dit attendez là, je veux intervenir impliqué dans le processus. Vraisemblablement là, ça ne tombe plus. Enfin, je veux dire, ce n'est plus d'actualité compte tenu de la démission imminente de Bennett de son poste. Et je ne crois pas que Yair Lapid souhaite intervenir dans le débat. En tout cas, il ne commencera pas son mandat. Hein. On est en période électorale avec une crise avec Benny Gantz qui est quand même son allié, hein, même si ils ont eu un moment difficile lorsque Benny Gantz est parti pour rejoindre la coalition de Netanyahou en 2020. Enfin, toujours est-il que c'est pas le processus a déjà été mis en place. Il a à peine démarré. Et c'est vrai que vraisemblablement, c'est la conseillère juridique du gouvernement qui devra trancher. Et si ça ne plaît pas à l'un, au Likoud par exemple, puisque le Likoud a fait savoir qu'il estimait que le processus de nomination devrait être bloqué jusqu'à la formation du prochain gouvernement, eh bien, dans ce contexte-là, il est fort vraisemblable que le Likoud fasse appel à la Cour suprême. Hein. On sait bien que ils ne s'entendent pas toujours beaucoup, mais là, pour le coup, voilà, ça fera partie de la possibilité de recourir à cette instance pour décréter si oui ou non le gouvernement de transition outrepasse ses droits ou non en prolongeant le processus, en continuant le processus de nomination. Un cas de figure probable, dans le 13 juillet, Yair Lapid va accueillir Joe Biden. Est-ce que l'on peut par exemple envisager que Yair Lapid prenne une initiative sous la pression des Américains visant par exemple à relancer les négociations de paix avec les Palestiniens, ou c'est pas dans les cordes d'un gouvernement de transition ? Alors d'abord, je pense que ça fera vraisemblablement partie d'une négociation entre Yair Lapid et Biden, c'est-à-dire surtout pas de pression avant, pendant ou après la visite, précisément parce qu'il est en campagne électorale. Donc ce scénario, on peut toujours le formuler, mais je ne crois pas qu'il repose sur quelque chose de fondé. On ne demandera pas, je veux dire, l'administration américaine connaît parfaitement les rouages du gouvernement israélien. Et à moins, je veux dire, il faudrait qu'il se passe quelque chose du côté palestinien pour justifier une telle révolution, si j'ose dire. Hein. Ça fait quand même près de 8 ans qu'il n'y a pas de négociation avec les Palestiniens. Donc je vois mal Biden le demander. Et je pense que Lapid, alors s'il a envie de flatter son public, peut-être qu'il fera un geste, mais ce sera quoi? Ce sera une discussion avec Mahmoud Abbas. Mais dans la mesure où Yair Lapid voudra, préserver son image de Premier ministre, à la fois dans le changement, mais aussi à la fois dans la continuité. Je doute qu'il réponde à un tel geste, et surtout, je ne pense pas que le scénario d'une pression américaine puisse... attention, il ne s'agit pas de geste, hein, il s'agit d'une décision politique fondamentale. Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à une pression de ce genre de la part des Américains, ou à une initiative, comme vous le disiez dans votre question, de la part de Yair Lapid. Alors, Denis, je voudrais peut-être que l'on revienne un peu sur cette année, ce gouvernement du changement, ce gouvernement Lapid-Bennett, qui était un gouvernement pas comme les autres, certainement, entre ceux qui disent que l'expérience a échoué et ceux qui disent que l'expérience a réussi. Vous, sur le plan, on va dire, constitutionnel, si l'on peut dire, est-ce que le fait qu'au bout d'un an, ce gouvernement chute, et que c'est le gouvernement le plus court de l'histoire de l'État d'Israël, c'est la preuve que, par exemple, un Premier ministre qui ne dispose que d'un parti de 5 ou 6 députés, ne peut pas gouverner normalement, ou alors on ne peut pas tirer de telles conclusions?
Moi, je ne tiens pas à une telle conclusion, je dois reconnaître. Je n'ai jamais compris, d'ailleurs, la campagne autour de l'illégitimité de Naftali Bennett parce que son parti disposait de 7 sièges. Ça n'a jamais... Alors, bien sûr que la tradition politique, c'est que c'est toujours le parti arrivé en tête ou bien talonnant le parti en tête, donc arrivé en second, qui en général occupe les fonctions de chef du gouvernement. C'est vrai que c'était une exception. Je ne suis pas certain qu'il y ait un rapport entre les deux. Je crois que cette coalition a souffert je veux dire que sa qualité, ce qui faisait son originalité, donc le caractère éclectique des positions du parti de Bennett Yamina jusqu'au parti RAM et au parti Meretz. Incontestablement, là, on peut penser qu'il y avait quelque chose peut-être de là de prématuré. C'est-à-dire que je pense qu'on y viendra, que ça fera partie. Je pense que ce qui a eu lieu là, même si ça n'a duré qu'un an, pourra, dans les années à venir, je ne sais pas si ce sera lors des prochaines élections, mais ce que je veux dire, c'est que, premièrement, si ça n'a pas tenu, c'est d'abord parce que l'arithmétique était très difficile. Vous auriez la même coalition avec 64, 65, 66 députés, mais bien entendu que justement au nom de ce nouveau style de gouvernement, Bennett aurait dit, bon, les 2-3 députés de gauche qui ne peuvent pas voter ce texte-là, très bien, ne votez pas, abstenez-vous, etc. Et inversement, un projet qui n'aurait pas plu à des députés du Yamina, on leur aurait dit, écoutez, là, vous avez liberté de vote, mais à condition d'avoir une majorité de 64-65. Or, ce n'était pas le cas. Je crois que ce qui a échoué, c'est l'addition entre une coalition hétérogène et un chiffre extrêmement restreint. C'est ça, à mon avis, qui a poussé à la chute. Ajouter à cela également l'obstruction de l'opposition, mais elle avait le droit effectivement de ne pas voter même des projets qui sont conformes à son idéologie. Et puis je pense, incontestablement, mais là je le dis peut-être plus en citoyen qu'en observateur et qu'en spécialiste ou professeur de sciences politiques, je pense que ce dont a souffert Naftali Bennett, c'est de l'absence de vision. C'est-à-dire que quand on a un gouvernement aussi hétérogène, il faut trouver quelque chose qui puisse recoller les morceaux de cette coalition un peu particulière, gérer la situation. Non, alors il y a une chose qu'on peut dire, mais ça ne suffit pas pour convaincre, je dirais, l'opinion, la presse, voilà. C'est le fait que les ministères ont fonctionné, les ministères ont travaillé. Là, dans toute la presse, vous pouvez le voir aujourd'hui, mais la revue de presse le dira certainement, on fait moins aujourd'hui le bilan d'un an du gouvernement du changement, mais on fait surtout le bilan de tous les projets qui avaient été déposés, soit par le Conseil des ministres, soit approuvés en première lecture, mais qui n'ont pas encore abouti. Et ça va de la loi sur le changement climatique, et je pourrais comme ça citer beaucoup d'autres exemples. C'est ça finalement. Alors ça, oui, on peut le dire, ce gouvernement a travaillé comme jamais le gouvernement précédent pendant 2 ans ne l'avait fait compte tenu du blocage politique qui existait. Donc là, il y avait vraiment une sorte de soif, je dirais presque sous forme de boutade, bien sûr. Les plus tristes aujourd'hui, ce sont les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires dans tous les ministères, parce que tout ce qu'ils avaient commencé à mettre en place, il y a des choses qui ont été mises en place, mais ça prend toujours du temps. La législation, c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense notamment à un projet sur les assurances en matière de santé. Donc des choses qui vraiment concernaient tous les Israéliens, indépendamment de leur position politique. Ça, c'est vrai que cet élan-là est coupé. Voilà, c'est peut-être le contraste, donc le contraste entre l'action d'un gouvernement et la paralysie du régime du Parlement et donc de la Knesset. Merci beaucoup, Denis Charbit, de nous avoir éclairé donc sur ces derniers développements politiques. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, Daniel.